Le château gonflable rugissait, une bête monstrueuse et vibrante de vinyle et d'air qui dévorait le fond de notre jardin. Mon fils, Léo, fêtait ses 5 ans, et ses cris de joie étaient la bande-son de mon après-midi. Mon mari, Liam, était adossé à la porte-fenêtre, un sourire détendu sur le visage, tandis qu'il me regardait apporter un plateau de mini hot dogs à une table assaillie de petites mains avides. Tout était parfait. C'était bruyant, chaotique et collant, mais c'était notre perfection à nous. Puis, le téléphone de Liam a vibré. Il a baissé les yeux et son sourire détendu s'est évanoui, remplacé par un masque blafard et rigide. Ses yeux se sont levés pour croiser les miens, écarquillés par une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Il s'est approché d'un pas raide, me tendant le téléphone, comme si c'était un serpent venimeux. « Vic », a-t-il murmuré d'une voix tendue, « il faut que tu vois ça. » J'ai vu le nom de ma sœur Chloé en haut du texto. En cette seule seconde, mes 30 années passées à être la bonne fille ont été réduites en cendres. Mon seul regret est de ne pas avoir apporté l'essence moi-même. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Avant de vous dire ce qu'il y avait sur cet écran, vous devez comprendre l'écosystème de ma famille. Ce n'était pas tant une famille qu'une machine de Rube Goldberg émotionnelle et finement réglée, conçue avec une précision minutieuse pour canaliser toutes les ressources, la sympathie et l'attention directement vers ma sœur cadette, Chloé. Je n'étais pas une fille, j'étais une poutre de soutien. J'étais le mur porteur, repeint d'un beige fade et raisonnable. Et on attendait de moi que je reste solide pendant que le reste de la maison faisait la fête, se fissurait et menaçait de s'effondrer. Mon rôle a été établi très tôt. Quand j'avais 10 ans et Chloé 7, elle a, accidentellement, mis le feu au rideau de sa chambre en essayant de faire une séance de spiritisme. La réaction de mes parents n'a pas été de la discipliner, mais de louer ma vivacité d'esprit pour avoir attrapé l'extincteur pendant qu'il roucoulait devant une Chloé traumatisée. J'ai eu droit à une tape dans le dos et à l'odeur persistante de mousse chimique dans ma chambre pendant 1 semaine. Chloé a eu droit à de la glace et à un nouvel ensemble de rideaux lilas, plus fabuleux. C'est ce qui a défini le schéma pour les 2 décennies suivantes. J'étais la responsable, la raisonnable, celle qui pouvait gérer. Chloé était la créative, l'esprit libre, celle qui était trop sensible pour ce monde. En réalité, j'étais celle qui avait un compte épargne, et Chloé était celle qui avait une nouvelle crise chaque mardi. Mes parents agissaient comme ses attachés de presse et ses financiers, mon compte en banque étant leur principale caisse noire. « Victoria, ma chérie », disait ma mère, sa voix dégoulinant de la douceur synthétique d'un désodorisant bon marché. « La voiture de Chloé a besoin d'une nouvelle boîte de vitesse. Tu sais comme elle a du mal. Tu es si douée avec l'argent. » Ce n'était pas une demande, c'était une facture. Résister était futile. Cela ne mènerait qu'à une conférence téléphonique avec mon père, qui emploierait sa marque de déception paternelle, se lamentant sur le fait que ma mère et lui n'avaient pas réussi à m'inculquer un sens correct de la loyauté familiale. C'était un chantage affectif, érigé en art. Ils étaient les maîtres d'un type très spécifique d'incompétence instrumentalisée, à la fois pour eux-mêmes et pour leur enfant prodige. Chloé ne pouvait décemment pas occuper un emploi de 9 à 5. Les néons étouffaient son âme d'artiste. Moi, en revanche, j'étais apparemment née avec une âme immunisée contre les néons, car je travaillais depuis l'âge de 16 ans pour payer mes propres affaires. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la découper au couteau. Le bien le plus important et le plus litigieux de notre famille était la maison de ma grand-mère. C'était la mère de ma mère, une femme sévère et pragmatique qui voyait le monde en noir et blanc. Elle me voyait, moi, et elle voyait Chloé. À son décès, son testament a été une source de grand drame familial. Elle a légué la maison, un cottage charmant, mais un peu délabré dans une ville côtière prisée, conjointement à Chloé et à moi. Je me souviens de l'avouer lisant le testament et du regard foudroyant sur le visage de ma mère. Elle s'était attendue à ce que la maison lui revienne, pour ensuite servir de filet de sécurité éternel à Chloé. Mais ma grand-mère était maligne. Elle connaissait sa fille. Elle connaissait ses petites filles. Son testament stipulait que toute décision concernant la vente de la maison devait être décidée d'un commun accord par écrit. Au cours des 5 années qui ont suivi son décès,
La maison était devenue mon plus grand fardeau financier et émotionnel. Chloé la traitait comme sa retraite d'artiste personnelle, sans loyer. Elle y restait des mois d'affilée, laissant derrière elle une traînée de bouteilles de vin vides, de taches mystérieuses sur les tapis de famille et de factures de services publics impayées qui, bien sûr, finissaient par atterrir dans ma boîte aux lettres. « Victoria, la facture d'électricité du cottage est arrivée », m'informait mon père, comme si j'étais la gérante de la propriété. « Tu ferais mieux de t'en occuper avant qu'il ne coupe le courant à Chloé. Elle a besoin de lumière pour peindre. » Je payais. J'ai payé le nouveau toit après une tempête. J'ai payé les impôts fonciers annuels. J'ai payé le plombier quand Chloé a décidé de jeter ses cristaux de mauvaise énergie dans les toilettes. Mon nom était sur le titre de propriété, donc ma solvabilité était en jeu. En effet, je subventionnais le style de vie bohème de ma sœur, tout cela sous le prétexte de préserver un bien familial. Mon bien, la moitié, en tout cas, sur le papier. En réalité, ce n'était qu'un maillon de plus dans la chaîne qui me liait à leur dysfonctionnement. Quand j'ai rencontré Liam, il était comme un visiteur d'une autre planète. Une planète où les familles se soutenaient réellement et n'utilisaient pas leurs enfants comme des distributeurs de billets. Il était calme, observateur, et possédait un détecteur de conneries finement réglé que le radar de ma famille ne semblait pas pouvoir brouiller. La première véritable exposition de Liam à la machine a eu lieu environ 1 an après le début de notre relation. Nous étions chez mes parents pour notre dîner dominical hebdomadaire et obligatoire. Chloé revenait tout juste d'un voyage de 3 mois à Bali, un voyage qui, j'ai appris plus tard, avait été financé en épuisant le plafond d'une carte de crédit, que mes parents avaient ouverte à mon nom comme « solution de secours » quand j'étais à l'université, et qu'ils avaient commodément oublié de fermer. Elle nous régalait de récits de son éveil spirituel, sa peau hâlée témoignant de sa liberté, pendant que je calculais mentalement combien d'heures supplémentaires je devrais travailler pour payer la nouvelle chaudière de mon appartement. À un moment donné, ma mère a tapé dans ses mains. « Victoria, j'ai une idée merveilleuse », a-t-elle annoncé. Chloé a été tellement inspirée. Elle veut transformer la véranda du cottage en un véritable studio de yoga. Mais les fenêtres laissent passer les courants d'air. Tu es si pragmatique, ma chérie. Pourrais-tu te renseigner pour les faire remplacer pour elle? J'ai senti l'effroi glacial familier m'envahir. J'ai commencé à formuler ma réponse habituelle et accommodante, mais Liam, qui avait écouté en silence, a pris la parole. « C'est un super projet », a-t-il dit, d'un ton égal et agréable. « Comment Chloé et vous prévoyez-vous de partager les frais ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait entendu une mouche voler sur la moquette à longs poils. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. Mon père s'est raclé la gorge et est soudainement devenu fasciné par une tache sur son verre de vin. Chloé a simplement cligné des yeux, comme si le concept de contribuer à ses propres idées grandioses était une langue étrangère. « Eh bien, » a finalement balbutié ma mère, « c'est Victoria qui a un emploi stable. » Liam a simplement hoché lentement la tête, un petit sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. « D'accord, » a-t-il dit. « C'est tout. » Mais c'était un coup de semonce. Il avait remis en question le récit. Il avait souligné l'absurdité de la règle tacite. Victoria paie. Plus tard dans la soirée, il m'a tenu la main alors que je fixais le vide devant la télé. « Ils font souvent ça, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement. « Supposez simplement que tu couvriras tout ?» J'ai senti une vague de défense monter en moi. « C'est juste leur façon d'être, Liam. C'est plus simple de ne pas se battre. » Il m'a serré la main. « Vraiment ?» a-t-il demandé. « Ou est-ce qu'ils t'ont simplement fait croire que ça l'est ?» C'était la première fissure dans les fondations. Cette seule question, est-ce plus simple, a résonné dans mon esprit pendant des mois. Elle m'a forcé à réexaminer des incidents que j'avais depuis longtemps enfouis sous la couverture épaisse et étouffante du maintien de la paix. Je me suis souvenu de mon 21e anniversaire. Mes parents m'avaient offert un magnifique et coûteux album photo relié en cuir. J'étais si touchée. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé le reçu dans la voiture de mon père en cherchant un stylo. Il l'avait acheté avec ma propre carte de débit, qu'il avait empruntée dans mon portefeuille pour prendre de l'essence. Quand je l'ai confronté, il en avait ri. « Oh, j'ai dû prendre la mauvaise carte. »« Quel idiot je fais. »« Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. » Il ne l'a jamais fait. L'album trônait sur mon étagère, un monument à leur vol désinvolte.
Puis il y a eu la fois où Chloé a eu besoin que je me porte co-signataire pour un bail d'appartement. Mes parents m'ont supplié. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer dans la vie, Victoria. C'est un grand pas pour elle. J'étais hésitante, mais ils m'ont eu à l'usure avec une pression de tous les instants, faite de culpabilité et d'obligation. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'une agence de recouvrement. Chloé avait rompu le bail sans préavis, saccagé l'appartement et disparu dans un festival de musique dans un autre État. J'étais responsable de milliers de dollars de dommages et de loyers impayés. Son excuse, relayée par ma mère, le propriétaire avait une aura très négative. Je ne pouvais pas y créer. Et la réaction de mes parents? Eh bien, c'est une artiste, ma chérie. Elle est sensible à ces choses. C'est toi la forte. Tu trouveras une solution. Je la trouvais toujours. J'ai pris un 2e emploi de serveuse pendant 1 an pour rembourser cette dette. Je mangeais des nouilles instantanées et disais à mes amis que je suivais un nouveau régime, parce que je ne pouvais pas me permettre de sortir. Pendant tout ce temps, Chloé publiait des photos de son voyage de découverte de soi, entièrement financé par ma souffrance silencieuse. La présence de Liam dans ma vie, c'était comme allumer la lumière dans une pièce sombre et encombrée. Soudain, je pouvais voir le désordre pour ce qu'il était. Le gaslighting, la manipulation, l'abus financier flagrant. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas juste leur façon d'être. C'était toxique. Et avec Liam à mes côtés, j'ai commencé à trouver la force de dire un très petit, très discret non. La première fois fut terrifiante. Chloé voulait quelques milliers de dollars pour un cours de poterie qui changerait sa vie. J'ai dit « Je suis désolée, Chloé. Je ne peux pas me le permettre en ce moment. » Les retombées ont été nucléaires. Mais pour la première fois, je n'ai pas cédé. J'avais Liam, une présence calme et solide qui me rappelait que mes finances, ma vie et ma santé mentale m'appartenaient. La période qui a précédé le 5e anniversaire de Léo a été une guerre froide. Mon petit acte de défi, le refus de financer la passion éphémère de Chloé pour la poterie, avait envoyé des ondes de choc à travers tout le système familial. Ma mère a cessé ses appels quotidiens, ce qui au début a semblé être une bénédiction mais s'est vite révélé être une tactique calculée. Le silence était une punition, conçue pour que je me sente isolée et à nouveau désespérée d'obtenir leur approbation. Mon père m'envoyait des courriels cryptiques d'une seule ligne avec des liens vers des articles sur l'importance des liens fraternels ou comment la cupidité détruit les familles. C'était si transparentement manipulateur que c'en était presque risible. L'humour était noir, bien sûr, un petit mécanisme de défense que j'avais développé. Je les imaginais dans une salle de contrôle de mission, mon père avec un casque, disant « Le missile de culpabilisation a été lancé. » Je répète, le missile est en route. Chloé, comme on pouvait s'y attendre, jouait la victime. Elle publiait des messages vagues et mélancoliques sur les réseaux sociaux, se sentant pas soutenue et incomprise par ses proches, accompagnée de selfies maussades en noir et blanc. Ses amis, une volée de facilitateurs tout aussi inconscients, se précipitaient à sa défense dans les commentaires. « Tu es une âme magnifique, Chloé. Ne laisse pas les rageux t'atteindre. » La rageuse, c'était moi. J'étais le monstre sans cœur qui ne voulait pas débourser 3000 $ pour un cours de poterie. Pendant ce temps, Liam et moi faisions face à des facteurs de stress bien réels. Nous venions de signer l'achat de notre première maison, une modeste demeure de banlieue qui représentait des années de nos économies et de notre travail acharné combiné. Nous étions délicieusement et terriblement fauchés à cause de la maison. Chaque centime était compté. Le moment de la demande de Chloé n'était pas seulement agaçant, il était insultant. Il mettait en lumière le gouffre entre son monde imaginaire et ma réalité. Il ne voyait pas notre nouvelle maison comme une étape que nous avions franchie, mais comme la preuve que nous avions un surplus de ressources auxquelles ils avaient droit. Ma mère a finalement rompu son silence 1 mois avant l'anniversaire de Léo. « Victoria, dit-elle, la voix tendue par une fausse sollicitude. Ta sœur est très blessée. Nous sommes tous très inquiets pour elle. Elle sent que tu t'éloignes de la famille. » J'ai pris une profonde inspiration. Liam, me faisant un pouce levé de l'autre côté du salon. « Maman, je ne m'éloigne pas. Je gère simplement mes propres finances. Nous venons d'acheter une maison. »« Oh oui, dit-elle, son ton dégoulinant d'une condescendance mielleuse. Votre charmante nouvelle maison. Ça doit être si agréable d'avoir toute cette sécurité.
Certaines personnes n'ont pas cette chance. L'invitation à la fête d'anniversaire de Léo, c'était comme tendre un rameau d'olivier diplomatique sur un champ de bataille. Une partie de moi ne les voulait pas là. Je fantasmais sur une célébration paisible, sans drame, juste avec nos amis, la famille merveilleuse et saine d'esprit de Liam, et un château gonflable. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant 30 ans, a senti la pointe d'obligation familière. Il était leur petit-fils, leur neveu. Ne pas les inviter aurait été déclarer officiellement la guerre, une guerre que je n'étais toujours pas sûre d'être prête à mener. J'ai donc envoyé l'invitation colorée sur le thème des dinosaures, pendant 1 semaine. Ce fut le silence radio. Puis, mon père a appelé. « Victoria, nous avons reçu ton invitation pour la fête de Léo », a-t-il dit, la voix lourde, comme s'il discutait de l'organisation de funérailles. « Nous aimerions venir, bien sûr, mais les choses sont encore très tendues. Ta sœur est dans un état fragile. J'ai refusé de mordre à l'hameçon. C'est samedi à 2 heures. J'espère que vous pourrez tous venir. Léo serait ravi de vous voir. » J'ai gardé ma voix légère et enjouée, une tactique que j'ai apprise en regardant les négociateurs d'otages dans les films. « Ne leur montre pas qu'ils t'atteignent. On verra, » a-t-il dit, la menace tacite planant dans l'air. « Ton comportement déterminera notre présence. » C'était un test de loyauté. Si je voulais qu'ils honorent la fête de mon fils de leur présence, je devais ramper, m'excuser pour mes transgressions perçues, offrir l'argent du cours de poterie en offrande en holocauste au grand dieu de l'ego de Chloé. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit « D'accord, eh bien, tiens-moi au courant », et j'ai raccroché. Liam était fier de moi. « Tu deviens si doué pour ça », avait-il dit, en m'embrassant le sommet de la tête. La non-réaction. Ça les rend fous. Il avait raison. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé, toute de douceur et de lumière. « Ma chérie, nous avons réorganisé certaines choses et nous pouvons tous venir à la fête. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. La famille est la chose la plus importante, après tout. » Le changement a été si brutal qu'il m'a donné le coup du lapin. J'étais méfiante, mais j'ai laissé une lueur d'espoir s'infiltrer. C'était peu, être un tournant. Peu. Être avait-il réalisé à quel point ils étaient ridicules. Peu, être, juste peu. Être, voulait-il réparer les pots cassés. Cet espoir était une petite créature sotte et naïve, et elle était sur le point d'être massacrée à coups de gourdin. Le jour de la fête était lumineux et ensoleillé, une parfaite après-midi de fin de printemps. Le jardin était rempli des rires des enfants et du vrombissement du ventilateur du château gonflable. Mes amis étaient là. Les parents de Liam couvaient Léo de manière charmante, et pendant quelques heures, j'ai ressenti un sentiment de normalité qui était à la fois exaltant et fragile. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la grille du jardin, un nœud d'anxiété se serrant dans mon estomac. Ils étaient en retard, bien sûr. La ponctualité, c'était pour les petites gens. Quand ils sont finalement arrivés, 1 heure après le début de la fête, ce fut avec la pompe et la cérémonie d'une procession royale. Mon père ouvrait la marche, un sourire jovial et forcé plaqué sur son visage. Ma mère suivait, ses yeux scrutant la fête, jugeant la nourriture, les décorations, les autres invités. Et puis, il y avait Chloé, traînant derrière eux comme une princesse boudeuse, vêtue d'une robe noire fluide, qui était follement inappropriée pour une fête d'anniversaire d'enfant. On aurait dit qu'elle assistait à l'enterrement d'un poète. « Victoria, ma chérie », a gazouillé ma mère, me faisant la bise dans le vide, tandis que ses yeux passaient par-dessus mon épaule. « Quelle petite réunion animée, tu fais vraiment de ton mieux. » C'était son compliment à double tranchant classique, une tape verbale sur la tête destinée à la fois à reconnaître et à diminuer mes efforts dans le même souffle. Ils ont offert leur cadeau à Léo. C'était une petite boîte emballée à la va-vite. À l'intérieur se trouvait une seule bougie poussiéreuse en forme de sorcier. Je suis presque certaine que c'était un cadeau recyclé d'une des amies mystiques de ma mère. Léo, ayant 5 ans, la regardait avec confusion 1 seconde avant de l'abandonner joyeusement pour retourner au château gonflable. Mon père a gloussé. « Les enfants, hein? Aucune appréciation pour les belles choses. » J'ai juste souri d'un air pincé. Les belles choses, dans ce cas, étant une bougie d'occasion qui coûtait probablement 3 $. Ils se sont mêlés aux autres, ou plutôt
Ils ont tenu salon. Ma mère a accaparé une de mes amies pour se plaindre du prix du chou frisé biologique. Mon père a essayé d'engager la conversation avec le père de Liam sur le marché boursier, un sujet sur lequel mon père ne connaissait absolument rien. Chloé se tenait près de la table des encas, l'air tragiquement ennuyé et soupirant de temps en temps de manière dramatique. Il jouait un rôle. C'était une représentation sur commande de la famille heureuse et solidaire, et j'étais le public involontaire. Liam a été mon roc à travers tout cela. Il est resté près de moi, une présence solide et rassurante à mes côtés. Il a rempli mon verre, a subtilement éloigné ses parents de mon père, et a fait une blague hilarante et discrète sur la robe de Chloé, qui la faisait ressembler à une chauve-souris gothique. Je commençais tout juste à me détendre, à croire que nous allions peu être traversés cet après-midi indemne, quand c'est arrivé. Je parlais à une voisine quand j'ai vu Liam, qui se tenait près de la porte-fenêtre, sortir son téléphone. Le soleil était éclatant, mais je l'ai vu clairement. J'ai vu comment sa posture décontractée s'est instantanément tendue. Ses épaules sont devenues rigides. Le sourire a disparu de son visage comme une pierre. Il a fixé l'écran, et les couleurs ont quitté ses joues, le laissant pâle et l'air malade. Il a levé les yeux, grands et affolés, et a balayé la foule du regard jusqu'à ce qu'il me trouve. L'expression de son visage a envoyé une décharge de glace pure dans mes veines. C'était une expression de choc, d'horreur et de rage pure, à l'état pur. Il n'a pas dit un mot, a juste fait un petit hochement de tête presque imperceptible, avant de me faire signe de venir d'un léger mouvement des doigts. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes. Je me suis excusée, mon propre sourire se sentant raide et artificiel sur mon visage, et je me suis dirigée vers lui, un millier de possibilités terribles se bousculant dans ma tête. Un accident? Un décès? Qu'est-ce qui pouvait être si terrible? Il m'a rejointe à mi-chemin, protégeant l'écran du téléphone avec son corps, comme s'il était radioactif. « Vic », a-t-il murmuré, la voix rauque. « Ne réagis pas, lis juste ça. » Il a incliné le téléphone pour que je sois la seule à pouvoir le voir. Le nom de l'expéditeur, en haut, a fait chavirer mon estomac. Chloé. Et puis j'ai lu le message qu'elle lui avait envoyé. Un message qui, de toute évidence, ne lui était pas destiné. Il disait « C'est fait. La maison est vendue. » Maman et papa ont imité la signature de Vic sur les papiers. La semaine dernière. On touche l'argent mardi. J'arrive pas à croire qu'elle ait gobé le coup du on vient à la fête. Tellement naïve. Le monde a basculé sur son axe. Le rugissement du château gonflable, les cris des enfants, la musique joyeuse, tout s'est estompé en un bourdonnement sourd et lointain. Il n'y avait que le sifflement dans mes oreilles et les mots noirs sur l'écran blanc. Imitée, vendue, naïve. Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. C'était comme si tout l'air avait été expulsé de mes poumons. J'ai relu le texto. Et, une troisième fois, les mots ne changeaient pas. Ils étaient brutaux, cliniques et absolument dévastateurs. Imite et ma signature. Ils avaient commis un crime. Ils avaient volé mon héritage. La seule chose que ma grand-mère avait tant essayé de protéger pour moi. Et ils l'avaient fait avec le sourire aux lèvres, tout en prévoyant d'assister à la fête d'anniversaire de mon fils comme écran de fumée. Le coup du « on vient à la fête ». Le changement soudain de ton de ma mère, l'enthousiasme fin tout n'était que mensonge. Une manœuvre calculée pour me garder docile et sans méfiance jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Naïve. Ce mot m'a frappé comme un coup physique. C'était le résumé de toute ma vie avec eux. Toutes ces années à croire leurs excuses, à accepter leur pardon, à payer leurs factures. Ce n'était pas moi qui étais gentille ou qui maintenais la paix. À leurs yeux, j'étais une idiote, une cible facile et naïve. Et le plus écœurant, ils en étaient fiers. Chloé s'en vantait. Un calme étrange et froid m'a envahi, remplaçant le choc initial. C'était le genre de clarté qui suit une explosion massive, quand la poussière retombe et que l'on peut enfin voir toute l'étendue de la dévastation. La colère était là, une nova incandescente au fond de ma poitrine. Mais elle était contenue, contrôlée. Ce n'était pas le moment pour les larmes ou les crises d'hystérie. C'était le moment d'agir. J'ai levé les yeux du téléphone et j'ai croisé le regard furieux de Liam. Il vibrait d'une rage protectrice à mon égard. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il articulé, prêt à suivre mes ordres.
J'ai regardé à travers mon magnifique jardin baigné de soleil les 3 personnes qui avaient été une présence constante et épuisante dans ma vie. Ma mère riait de quelque chose qu'une de mes amies avait dit. Une image de chaleur maternelle. Mon père pontifiait près du barbecue, gesticulant avec un hamburger à moitié mangé. Et Chloé parcourait son téléphone, attendant probablement une réponse au texto qu'elle avait si négligemment envoyé à la mauvaise personne. Ils étaient un cancer. Et j'avais enfin le diagnostic, le rapport de biopsie, la preuve indéniable en main. Il était temps de les extraire. J'ai rendu le téléphone à Liam. « Fais une capture d'écran », ai-je dit, ma voix étrangement stable. « Envoie-la-moi par courriel, et à toi aussi, puis transfère-moi le texto original. » Il a hoché la tête, ses doigts bougeant rapidement. Pendant qu'il faisait cela, je suis retournée à la table des boissons, mes mouvements mesurés et délibérés. Je me sentais étrangement déconnectée de mon propre corps, comme si je regardais un film. Je me suis versé un verre d'eau, ma main ne tremblant pas le moins du monde. La colère était maintenant un bloc de glace dans mon estomac, froid et solide. Je pouvais sentir 30 ans de frustration refoulée, de langue mordue, d'efforts pour être la plus mature, se fusionnant en un unique point de détermination aiguë et inflexible. Je n'étais plus la Victoria naïve et souffre-douleur. Elle était morte il y a quelques minutes sur la terrasse. La femme qui se tenait là maintenant était quelqu'un de nouveau, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Et elle en avait fini. Fini des mensonges, de la manipulation, du vampirisme émotionnel et financier. Fini d'être l'amortisseur désigné de la famille. Je me suis retournée et j'ai observé la scène. Léo essayait maintenant de grimper sur le toboggan gonflable du château par l'extérieur, et quelques parents riaient. Le soleil était chaud sur ma peau. C'était une journée parfaite, et ma famille avait choisi cette journée parfaite pour faire exploser nos vies. L'ironie ne m'a pas échappé. Liam est revenu à mes côtés, le visage un masque sombre. « C'est fait », a-t-il dit doucement. « Quel est le plan ?» J'ai bu une gorgée d'eau. « Le plan, ai-je dit, c'est que nous allons les laisser profiter de la nourriture gratuite et du soleil pendant encore 10 minutes. Et ensuite, je vais réduire leur monde entier en cendres. Métaphoriquement, bien sûr. » Une lueur de sourire a touché ses lèvres. « Je vais chercher les allumettes », a-t-il murmuré en retour. Nous sommes restés là ensemble quelques instants, un front uni et silencieux. J'ai regardé ma mère ajuster le col de mon père, un petit geste intime d'une épouse aimante. J'ai regardé Chloé prendre un selfie, faisant la moue à son propre reflet. Ils étaient si à l'aise dans leur tromperie, si confiants dans ma volonté perpétuelle d'être leur paillasson. Ils n'avaient aucune idée que le sol était sur le point de se dérober sous leurs pieds. L'attente était la partie la plus difficile, mais elle était nécessaire. Je voulais qu'ils soient détendus. Je voulais qu'ils soient complètement pris au dépourvu par le train de marchandises qui allait les percuter. Le moment parfait est arrivé, comme je le savais, emballé dans un papier cadeau d'hypocrisie. Mon père, tenant une bière, a fait teinter un couteau contre sa bouteille pour attirer l'attention de tous. Un silence s'est abattu sur la petite foule de parents. « Si je pouvais avoir un moment, » a-t-il commencé, rayonnant d'une fierté paternelle à laquelle il n'avait aucun droit. « Je veux juste dire à quel point c'est merveilleux d'être ici pour célébrer mon petit-fils Léo et de voir ma fille, Victoria, et son mari, Liam, créer un si joli foyer. » Il a levé sa bouteille vers moi. « Nous sommes si fiers d'elle. » Dans des moments comme ceux-ci, on se rend compte que la famille, c'est tout. C'est l'ancre qui vous maintient stable dans n'importe quelle tempête. À la famille, quelques-uns de mes amis, inconscients de tout, ont murmuré « À la famille !» et ont levé leur verre. Ma mère regardait mon père avec des larmes aux yeux, un portrait parfait du bonheur familial. C'était si grotesquement parfait, si totalement frauduleux, que j'ai failli en rire. C'était ça. C'était le signal. J'ai fait un pas en avant, mon verre d'eau à la main. « C'est un beau sentiment, papa », ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le jardin. En parlant de famille, d'encre et de choses faites dans le dos des gens, j'aimerais lire quelque chose à tout le monde. Un silence confus s'est installé. Le sourire de mon père a vacillé. L'expression adoratrice de ma mère a été remplacée par une lueur d'appréhension. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vu la tête de Chloé se relever brusquement, ses yeux écarquillés par une horreur naissante. Elle savait ce qu'elle avait fait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lu le message à haute voix,
ma voix claire et inébranlable. C'est fait. La maison est vendue. Maman et papa ont imité la signature de Vic sur les papiers la semaine dernière. On touche l'argent mardi. J'arrive pas à croire qu'elle ait gobé le coup du « on vient à la fête », tellement naïve. Le silence qui a suivi était absolu. Le vrombissement du ventilateur du château gonflable semblait assourdissant. Mes amis me regardaient, bouche bée. Les parents de Liam semblaient totalement horrifiés. Puis, le chaos a éclaté. « C'est un mensonge !» a hurlé ma mère, son visage devenant rouge et marbré. « Victoria, comment peux-tu inventer quelque chose d'aussi horrible? Tu essaies de gâcher la fête de ton propre fils. » Mon père est intervenu, son masque d'hôte jovial s'effritant pour révéler la brute hargneuse en dessous. « Où as-tu eu ça? Ton mari l'a probablement inventé. Il essaie de te monter contre nous depuis le jour où tu l'as rencontré. » Il a pointé un doigt tremblant vers Liam, qui se tenait à côté de moi, impassible et solide comme un roc. Chloé était une statue de panique, le visage cendré. Elle ressemblait à un animal acculé, ses yeux allant de moi à nos parents, puis au visage choqué des autres invités. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « Inventé ?» ai-je demandé, un calme dangereux s'installant en moi. « C'est une accusation intéressante, parce que c'est Chloé qui l'a envoyée, à Liam, par erreur. Je crois que le redatage était... » J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, il y a 27 minutes, juste au moment où tu te servais un deuxième hamburger, papa. Le détail précis, le redatage, a semblé atterrir comme un coup physique. C'était indéniable. Le mensonge était trop gros pour être contenu. Ma mère a changé de tactique, sa voix baissant pour devenir un murmure plaintif et manipulateur. « Victoria, s'il te plaît, pas ici, pas devant ton fils. On pourra en parler plus tard. Tu fais une crise d'hystérie. » Hystérique? J'ai laissé échapper un rire bref et sec, dénué de toute humeur. « Tu trouves ça hystérique? Vous avez imité mon nom sur un document légal. Vous avez commis un crime. Vous avez vendu la maison de ma grand-mère, ma maison, sous mon nez, et prévoyez de voler l'argent. Et tu me traites d'hystérique? Non. Nous n'en parlerons pas plus tard. Nous en parlons maintenant. Et ensuite, vous allez partir. » La finalité dans ma voix les a choqués et réduits à un bref silence. Ils n'avaient jamais entendu ce ton de ma part auparavant. C'était la voix de quelqu'un qui détenait toutes les cartes, et il le savait. Chloé a finalement retrouvé sa voix, une plainte pathétique et fluette. « Vic, ce n'était pas. On était désespérés. »« Désespérés » ai-je répété, le mot ayant un goût de poison. « Désespérés de quoi, Chloé? D'une nouvelle garde-robe? D'un autre voyage? Quelle urgence artistique a nécessité que tu conspires avec nos parents pour commettre une fraude contre ta propre sœur? » J'ai tourné mon regard vers mes parents. Et vous, vous deux, les architectes de toute cette affaire. Tous vos discours sur la famille, toutes vos leçons sur la loyauté, ce n'était que du bruit pour couvrir le son de vos vols. Vous n'avez pas seulement imité ma signature, vous avez falsifié toute notre relation. La fête était terminée. Les autres parents, que Dieu les bénisse, ont commencé à rassembler discrètement leurs enfants, murmurant des excuses et battant en retraite précipitamment. Ils fuyaient la zone de l'explosion émotionnelle, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Une mère, une bonne amie, m'a serré le bras en partant. « Appelle-moi ce soir », a-t-elle murmuré, ses yeux pleins de sympathie et d'indignation pour moi. Liam est passé en mode hôte, remerciant les gens d'être venus et les raccompagnant à la grille, créant un tampon entre eux et le spectacle d'horreur qui se déroulait. Cela m'a laissé seule dans le jardin avec les trois. Le château gonflable a commencé à se dégonfler lentement, gémissant comme un animal à l'agonie, une métaphore appropriée pour ma famille. Ma mère, voyant son public disparaître, a laissé tomber le semblant de bienséance. Son visage était tordu de rage. « Tu nous as humiliés, Victoria », a-t-elle sifflé. « Tu as étalé nos affaires privées devant des étrangers, après tout ce que nous avons fait pour toi. » J'ai ri. C'était un vrai rire cette fois, vif et incrédule. « Tout ce que vous avez fait pour moi. Vous voulez dire comme m'élever pour être votre distributeur de billets personnels? Comme m'apprendre que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais sacrifier pour ma sœur? Vous n'avez rien fait pour moi. Vous n'avez fait que me prendre. Mon argent, mon temps, mon énergie, ma tranquillité d'esprit. Et maintenant, vous avez essayé de prendre ma maison. La seule chose que ma grand-mère m'a laissée pour me protéger de vous. » Mon père s'est avancé,
essayant de reprendre le contrôle. « Maintenant, écoute-moi bien, jeune fille, a-t-il commencé, sa voix tonitruante. « Je t'interdis de… » Je l'ai interrompu en levant la main. « Vous m'interdisez? Vous n'avez aucune autorité sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous êtes des invités dans ma maison. Des invités qui viennent d'avouer un crime grave. Alors voici ce qui va se passer. Vous allez sortir par cette grille et vous n'allez plus me contacter. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel, pas de visite à ma porte. Si vous le faites, je demanderai une ordonnance restrictive. C'est clair? » Chloé s'est mise à sangloter, de grands sanglots théâtraux et haletants. « Vic, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolée. On peut arranger ça. »« Vraiment, Chloé ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement douce. « Peux-tu annuler la vente de la maison? Peux-tu imiter mon nom? Peux-tu envoyer ce texto? Peux-tu me rendre les 15 dernières années de ma vie que j'ai passées à réparer tes bêtises? Non, tu ne peux pas. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est partir. » Ils sont restés là un moment, abasourdis, figés dans l'inaction. C'était comme si leur cerveau ne pouvait pas traiter cette nouvelle réalité. Une réalité où c'était moi qui donnais les ordres et eux qui étaient congédiés. Le visage de mon père était d'un violet marbré. Ma mère avait l'air d'avoir avalé une guêpe. Chloé n'était qu'une flaque de larmes et d'apitoiement sur elle-même. Liam est revenu à mes côtés. Sa présence une déclaration silencieuse de solidarité. Il n'a pas dit un mot, s'est juste tenu légèrement devant moi, un bouclier humain. Le voir, nous voir ensemble, a semblé finalement briser leur paralysie. Mon père a laissé échapper un son de pur dégoût. « Bien, » a-t-il craché. « Bien, si c'est comme ça que tu le veux. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin de quelque chose. Ne crois pas que tu peux simplement couper les ponts avec ta famille et ne pas en subir les conséquences. »« Oh, j'y compte bien, » ai-je dit doucement. « Les conséquences de ne pas vous avoir dans ma vie me semblent absolument merveilleuses. » Il m'a fusillé du regard, puis a tourné les talons et s'est dirigé vers la grille. Ma mère m'a jeté un dernier regard, ses yeux remplis d'une haine venimeuse qui était choquante dans sa pureté. « Tu le regretteras, Victoria, » a-t-elle dit, sa voix basse et menaçante. « Tu seras toute seule. » Puis elle s'est retournée et s'est hâtée de suivre mon père. Chloé a été la dernière à partir. Elle s'est attardée, le visage strié de mascara, me regardant avec une expression désespérée et suppliante. « Vicky » a-t-elle gémi, utilisant un surnom d'enfance qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « S'il te plaît. » Pendant une fraction de seconde, une pointe de l'ancienne pitié familière a résonné en moi. C'était un membre fantôme, un écho d'un rôle que je ne jouais plus. Mais ensuite, je l'ai regardé, la source de tant de stress et de chagrin dans ma vie, et je ne l'ai pas vue comme ma sœur fragile, mais comme une co-conspiratrice. Elle n'était pas une victime des machinations de nos parents. Elle était une participante enthousiaste. La pitié a disparu, remplacée par une certitude froide et dure. « Au revoir, Chloé », ai-je dit, et je lui ai tourné le dos. Je l'ai entendue sangloter une dernière fois, puis le cliquetis de la grille du jardin se refermant derrière elle. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était le son le plus profond et le plus paisible que j'ai jamais entendu. Liam a passé ses bras autour de moi par derrière, et je me suis appuyée contre son torse, laissant enfin échapper le souffle que j'avais l'impression de retenir depuis toute ma vie. Le château gonflable gisait en un tas triste et coloré sur l'herbe. La fête était terminée. Mon ancienne vie était terminée, et je ne m'étais jamais sentie aussi libre. Le lendemain de la fête était surréaliste. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de Léo jouant avec ses nouveaux jouets d'anniversaire, ignorant béatement le changement sismique qui s'était produit dans le paysage de notre famille. Liam et moi étions assis à la table de la cuisine, une cafetière entre nous, et la capture d'écran du texto de Chloé ouverte sur l'écran de son ordinateur portable, comme une pièce à conviction dans un procès. Ce qu'elle était, je suppose. « Alors, » dit Liam, d'une voix douce, « quelle est la première étape ?»« Un avocat, » ai-je dit sans hésitation. « Un très très bon. » L'ancienne Victoria aurait hésité. Elle aurait été tentée de laisser tomber, de simplement couper les ponts et d'essayer d'oublier la trahison monumentale. Elle aurait été sensible à la campagne inévitable de culpabilité et de manipulation qui était sûrement en train de se préparer dans la salle de guerre de mes parents.
Mais l'ancienne Victoria était partie. La nouvelle Victoria voulait la justice. Pas la vengeance, pas pour causer de la douleur pour le plaisir, mais pour imposer une limite si claire et si absolue qu'elle ne pourrait plus jamais être franchie. Elle voulait les conséquences que mon père avait menacées, mais pas pour moi, pour eux. Trouver un avocat spécialisé en fraude immobilière et en litiges intrafamiliaux a été étonnamment facile. J'ai passé la matinée au téléphone, racontant l'histoire d'une voix calme et détachée qui m'a impressionnée moi-même. J'ai trouvé une femme nommée Madame Davies, qui a écouté toute l'histoire sordide sans interruption. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Madame Miller », a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. « Ce que votre famille a fait constitue plusieurs crimes, y compris le complot, le faux en écriture et le vol qualifié. Le message texte de votre sœur à votre mari est ce que nous, dans le monde juridique, appelons une preuve irréfutable. Je peux faire envoyer une lettre de mise en demeure aux acheteurs et à la société de titres cet après-midi pour stopper la conclusion de la vente. Nous pouvons également déposer une plainte à la police. Êtes-vous prête à le faire? J'ai regardé Liam. Il a hoché la tête, son expression ferme. Oui, ai-je dit à Madame Davies. Je le suis. Déposer une plainte à la police était le point de non-retour. Entrer dans le commissariat local et s'asseoir avec un détective pour expliquer comment vos propres parents et votre sœur avaient conspiré pour vous voler était une expérience profondément bizarre et douloureuse. Le détective, un homme à l'air las nommé Patterson, a écouté patiemment, son visage ne trahissant rien. Mais quand je lui ai montré le texto, il a haussé les sourcils. « Eh bien, » a-t-il dit, « ça facilite certainement mon travail. » La machine judiciaire, une fois mise en marche, a avancé avec une vitesse surprenante. Madame Davis était un requin. En 48 heures, la vente du cottage était gelée. Les acheteurs potentiels, un couple de retraités d'un autre État, ont été horrifiés et se sont immédiatement retirés de l'affaire, menaçant de poursuivre mes parents pour déclaration frauduleuse. La société de titres a lancé une enquête interne. La vie tranquille que mes parents s'étaient construite, une vie de respectabilité de banlieue soutenue par mes contributions secrètes, commençait à s'effondrer. Et puis, les appels ont commencé. Pas à moi, j'avais immédiatement bloqué leur numéro, mais à Liam. Ma mère, la voix étranglée par de fausses larmes, lui a laissé un message vocal décousu et incohérent sur le fait que je déchirais la famille pour un simple malentendu. Un malentendu, imiter un document légal, était maintenant un simple malentendu. L'audace pure était à couper le souffle. Mon père a essayé une approche différente. Il a laissé à Liam un message qui n'était que pure intimidation. Il a menacé de me poursuivre en retour pour diffamation, pour détresse émotionnelle. Il a fanfaronné sur l'embauche de ses propres avocats puissants. Ce n'était que de la frime, le rugissement désespéré d'un tigre de papier. Il n'avait aucun pouvoir, aucun levier, et il le savait. Les tentatives les plus pathétiques sont venues de Chloé. Elle a envoyé un barrage de textos à Liam, chacun plus désespéré que le précédent. Ils allaient des excuses larmoyantes. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Maman et papa m'ont forcé à le faire. » Aux tentatives de chantage affectif. « Tu détruis notre famille. Léo va grandir sans ses grands-parents. Comment peux-tu être si cruel? » Elle a même essayé de faire appel à notre histoire commune, en envoyant de vieilles photos de nous enfants, comme si une photo de nous sur une balançoire pouvait effacer un crime. Liam, mon stoïque et merveilleux mari, me transférait simplement tout, et moi, à mon tour, je transférais tout à Madame Davies. « Continuez de les envoyer, » avait-elle dit avec joie. « Ils ne font que creuser leur propre tombe. » Ils ont même essayé de déployer des singes volants. La sœur de ma mère, ma tante Carole, m'a appelée. Elle avait toujours été une figure périphérique, quelqu'un qui envoyait un chèque pour mon anniversaire et échangeait des banalités pendant les fêtes. « Victoria », a-t-elle commencé, la voix dégoulinant d'inquiétude. « Ta mère est hors d'elle. Je sais que tu es contrariée, mais c'est ta famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de leur pardonner? »« Carole, ai-je dit, ma voix froide comme la glace, ma mère t'a-t-elle dit pourquoi je suis contrariée? » Il y eut une légère hésitation. Elle a dit qu'il y avait un désaccord au sujet du cottage. Un désaccord, ai-je répété. C'est une façon polie de le dire. Laisse-moi être plus précise. Elle et mon père ont imité ma signature sur des documents légaux
pour vendre la maison à mon insu et voler ma moitié de l'argent. Ils ont commis un crime. Ce n'est pas un désaccord, c'est une fraude. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de son choc. On ne lui avait clairement donné que la version lourdement éditée. Victoria est déraisonnable. « Oh !» a-t-elle finalement dit, sa voix faible. « Oh, je ne savais pas ça. »« Non, » ai-je dit. « Je suis sûre que non. Merci pour ton inquiétude, Carole, mais je m'en occupe. Au revoir. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'argument des « liens du sang plus fort que tout » était le dernier refuge d'une famille toxique. Ils l'utilisent pour exiger une loyauté que vous leur devez, peu importe à quel point ils vous traitent mal. Mais comme je l'ai appris depuis, l'eau est essentielle à la vie, tandis que le sang épais et stagnant peut être toxique. Ma famille était une fausse sceptique, et je déconnectais enfin mes tuyaux. La bataille juridique s'est prolongée pendant des mois, un processus lent et fastidieux de déposition, de dépôt de documents et de lettres de menaces de la part de leur avocat de plus en plus désespérés. Mes parents et Chloé ont dû en engager un, bien sûr, et je ne pouvais qu'imaginer la pression financière que cela leur imposait, une pression qu'ils ne pouvaient plus soulager en m'appelant. Pendant la déposition, je les ai vus pour la première fois depuis la fête. Ils étaient assis en face de moi, de l'autre côté d'une longue table polie, l'air plus petit, plus vieux et vaincu. La fanfaronnade de mon père avait disparu, remplacée par un ressentiment maussade. Ma mère avait l'air hâve, le masque de l'amabilité arraché pour révéler un visage amer et pincé. Chloé ne voulait même pas me regarder. Elle fixait ses mains sur ses genoux, une image de misère pathétique. Leur histoire, sous le serment d'une déposition, s'est complètement effondrée. Ils ont essayé de prétendre que je leur avais donné une permission verbale de vendre la maison, un mensonge facilement démantelé par Madame Davies. Ils ont essayé de me dépeindre comme une fille vindicative et avide d'argent. Mais le message texte, ma longue histoire de paiement de toutes les dépenses du cottage, pour lesquelles j'avais chaque reçu, et leurs propres déclarations contradictoires, ont créé un portrait, non pas de ma cupidité, mais de leur exploitation calculée et à long terme. C'était un processus lent, douloureux et extrêmement coûteux pour eux. Et avec chaque facture juridique qu'ils recevaient, avec chaque mensonge qui était exposé, je sentais une autre couche de l'ancienne culpabilité et de l'obligation se détacher de moi. Je ne me libérais pas seulement, je les forçais, pour la première fois de leur vie, à être responsables de leurs actes. La résolution, quand elle est arrivée, ne fut pas une confrontation spectaculaire au tribunal, mais un accord à l'amiable discret et sans grandiloquence. Face à des preuves irréfutables de faux et à la menace imminente de poursuites pénales, leur avocat leur a conseillé de se rendre. Le détective Patterson lui avait clairement fait savoir que le procureur était très intéressé par l'affaire, en particulier par le message texte de Chloé. La menace d'une véritable peine de prison, surtout pour mes respectables parents de banlieue, a été le dernier clou dans le cercueil de leur défiance. L'accord était brutal, et je n'ai fait aucune concession. La vente de la maison a été, bien sûr, annulée. Le titre de propriété devait être légalement divisé. On me donnerait le choix de racheter leur moitié de la maison à un prix considérablement réduit et fixé par le tribunal, ou de forcer une vente où je recevrais 75% des profits, un chiffre que Madame Davis avait plaidé comme dommages-intérêts punitifs pour la fraude, et les années de dépenses impayées. En plus de cela, ils devaient payer tous mes frais de justice. La dernière condition était celle sur laquelle j'ai personnellement insisté, une ordonnance de non-communication juridiquement contraignante. Il leur était interdit de me contacter, moi, Liam ou Léo, directement ou indirectement, pour une période de 10 ans. Mon père, selon Madame Davies, s'était opposé à cela, le qualifiant de « contre-nature ». Elle avait froidement informé son avocat que l'alternative était que je poursuive des accusations criminelles, ce qui entraînerait probablement de toute façon une ordonnance de non-communication permanente et imposée par l'État. Ils ont signé. J'ai choisi de les racheter. Je ne voulais pas vendre le cottage de ma grand-mère. Je voulais le récupérer. Je voulais pouvoir y emmener mon fils, à l'endroit que ma grand-mère avait voulu que j'aie, et le remplir de nouveaux souvenirs heureux, non souillés par leur présence. Cela a pris presque toutes nos économies, mais Liam et moi avons convenu que cela en valait la peine. C'était le prix de la liberté. Le jour où les papiers ont été finalisés, un coursier a livré une grande enveloppe Kraft à ma maison.
Elle contenait l'accord signé, le nouveau titre de propriété à mon nom seul, et un chèque de leur avocat pour mes frais de justice. J'ai tenu le titre dans mes mains, mon nom étant le seul dessus. Victoria Miller, propriétaire. Ce n'était que de l'encre sur du papier, mais c'était comme une déclaration d'indépendance. Je n'avais pas seulement gagné une maison, j'avais regagné ma vie. Cela fait 2 ans depuis l'incident de la fête d'anniversaire, comme Liam et moi avons pris l'habitude de l'appeler. Le silence de mon ancienne famille a été absolu, imposé par la dure réalité des conséquences juridiques. Parfois, je me demande ce qu'ils font, comment ils se débrouillent sans leur filet de sécurité. D'après le peu que j'ai entendu par des ouïes, dire via ma tante Carole, qui a appelé une fois, 6 mois après l'accord, pour s'excuser timidement de son premier appel, ils ne vont pas bien. Mes parents ont dû contracter une 2e hypothèque sur leur maison pour payer l'accord et leurs propres frais de justice. Chloé, sans mon soutien financier, ni le squat gratuit du cottage, a dû trouver, et c'est la partie la plus choquante de tout, un véritable emploi. Elle travaille dans la vente au détail. Apparemment, les néons ne sont plus une menace pour son âme d'artiste quand le loyer est dû. Je devrais ressentir une sorte de plaisir vengeur à cette nouvelle, mais honnêtement, je ressens très peu de choses. Ce sont des étrangers pour moi maintenant, des personnages d'une histoire d'il y a longtemps. Leurs difficultés sont les leurs, un résultat direct des choix qu'ils ont faits. Mon énergie n'est plus consommée par leurs crises fabriquées. Elle est maintenant concentrée sur ma propre vie, ma propre famille. Liam et moi sommes plus forts que jamais. L'épreuve a forgé notre lien en quelque chose d'incassable. Il a vu le pire de mon histoire et ne s'est pas contenté de me soutenir. Il s'est placé devant moi. Il est mon partenaire dans tous les sens du terme. Léo a maintenant 7 ans, un garçon brillant et heureux qui adore passer les week-ends à la maison de plage de mamie. Nous avons passé les 2 dernières années à rénover le cottage, exorcisant les fantômes de son passé. Nous avons repeint les couleurs sombres, arraché les tapis tachés et planté un immense jardin. J'ai remplacé moi-même les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air dans la véranda. Et ce n'est pas un studio de yoga. C'est la salle de jeu de Léo, remplie de ses œuvres, de ses rires et de sa lumière. J'ai trouvé une boîte avec de vieilles affaires de ma grand-mère dans le grenier. Dedans, il y avait une photo d'elle et moi, quand j'avais à peu près l'âge de Léo. Au dos, elle avait écrit « Pour ma Victoria, la forte. Ne les laisse jamais prendre ta force pour une faiblesse à exploiter. » C'était comme un message du passé, une dernière pièce de validation. Elle avait tout vu, même à l'époque. Elle savait qui ils étaient, et elle savait qui j'étais. Et elle avait essayé de me protéger. Il m'a juste fallu 30 ans pour apprendre à me protéger moi-même. La paix est le changement le plus palpable. C'est un calme qui s'est installé dans ma vie. Une absence de l'anxiété de fond constante que je transportais partout avec moi. Je ne redoute plus le son de mon téléphone qui sonne. Je n'ai pas à me préparer mentalement au combat avant une réunion de famille. Les fêtes sont des occasions joyeuses passées avec la famille de Liam, qui m'a accueillie comme l'une des leurs sans réserve ni attente. Ce sont des gens gentils et normaux qui semblent s'apprécier sincèrement, ce qui est encore une nouveauté pour moi. Ma vie n'est plus une démolition derby où je suis le chauffeur désigné. C'est juste. Ma vie. Elle est calme. Elle est heureuse. Elle est à moi. J'ai fait le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir, de la mère et du père qui m'auraient protégée, de la sœur qui aurait été mon amie. J'ai fini par accepter que je pleurais un fantasme, une relation qui n'a jamais vraiment existé en dehors de ma propre imagination pleine d'espoir. La réalité était un gâchis toxique d'exploitation et d'abus émotionnels, et m'éloigner n'était pas un acte de cruauté, mais un acte de profond amour-propre. Je me suis choisie. J'ai choisi ma vraie famille, Liam et Léo. J'ai choisi la paix. Il y a encore des gens, des parents éloignés et de vieux amis de la famille qui n'ont entendu que la version édulcorée de l'histoire, qui pensent que j'ai été dure, impitoyable. Ils murmurent que j'ai détruit ma famille pour de l'argent, que j'aurais dû trouver un moyen de m'arranger, de pardonner et d'oublier. Ils ne comprennent pas que ce n'était jamais une question d'argent ou de maison. C'était une question de signature. C'était une question de violation profonde de la confiance. La prise de conscience que les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement ne me voyaient que comme un obstacle à surmonter, une ressource à piller. Je vous laisse donc juger.
Une poursuite en justice et une ordonnance de non-communication étaient-elles trop extrêmes? Aurais-je dû prendre le chemin de la raison, absorber la perte et simplement m'éloigner tranquillement, leur laissant leur butin? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-moi ce que vous en pensez.